in the United States. As you can see, there is a tremendous amount of French investment in the United States. We have over 700,000 jobs in the United States that are supported by French investment, as you can see on the slides. And you also can see that there's a tremendous amount of research value that happens from this investment. You can notice too from these graphs that the French investment trend line continues to go upward, and we look at the numbers from 2021, even during the global pandemic, we saw those investment numbers growing in the United States from France. And of course, we don't have the figures from Germany or Switzerland on here, but it's the same story when you look at investment from Germany and Switzerland. When you look at investment sector opportunities, there's a tremendous amount of investment in the renewable energy sector that supports all things related to fixing and addressing climate change issues. And the United States doesn't tend to have all the technology to address these needs that you find in Europe. And so the graph here demonstrates exactly what I'm saying. A lot of opportunity in renewable energy and chemicals and software services, as well as pharmaceuticals and medical devices in general, which I know are all sectors of interest in this region. The destination for investment, I know we have our friends from Pennsylvania here in the room with us today. Thank you. Pennsylvania is a destination, but it's not one of the top destinations for greenfield projects, is what you see on the slides in front of you. Of course, the obvious places of New York and California are present, but there's also opportunities in smaller states like Minnesota and Pennsylvania being a big state, but there's a lot of investment opportunity. The interesting thing, since I'm coming from the federal government, is that our states operate a lot of different programs to support investment. So one jurisdiction may have some sort of labor tax incentives. Another jurisdiction might have building site development advantages for you. So it's really important when you consider investing in the U.S. that you look holistically, and that's part of the reason why we're here, to help you do that. I think the reasons to invest in the United States may be self-evident. I mentioned at the top of the program the consumer market in the U.S., but also there's just a tremendous amount of innovation that happens in the United States, and that is often because of the ecosystem that exists there. And by being an active investor in the United States, you become part of that ecosystem. There's a saying, that you have to be at the table, and investing in the United States, you become a member of that table. The United States is also known as a very easy place to do business globally. The talented workforce, abundant resources, access to capital, and something that becomes ever more important is the price of energy when you consider manufacturing. So now I'm just going to take a minute and talk about Select USA. So as Daria said, I'm from the US commercial section in the embassy in Paris. And while we do focus on helping US companies in France, we also do a lot to help French companies access the North American market in the United States. So we're here to help in a geographically neutral way. How do we help? Olivier is going to get into detail in this, but most importantly is we have you guys plugged into a network to look at data. So maybe you want to compare Florida and Pennsylvania and California as a potential investment site. We can get you the data that is particular to your company and your industry to help you understand what the advantages might be, and then plug you into that network. We also do events. At the end, I'm going to talk about our big conference in May. It's a Select USA event. It's in Washington, D.C. It brings together businesses, economic development organizations, as well as the U.S. government to help support companies looking at growing their business in the United States. And then we help you understand the federal system in the U.S. So with that, I'm going to turn it over to my colleague Olivier, and he will get into some more details. Bonjour.
Donc, je suis Olivier Colette et je travaille avec Andrea aux services commerciaux de l'ambassade américaine à Paris. Donc, là, nous parlons du programme du gouvernement fédéral Select USA qui a vocation à faciliter l'accès à l'écosystème américain à des acteurs étrangers et américains d'ailleurs aussi, qui souhaitent se développer de façon significative aux États-Unis en implantant une activité, un centre de recherche, un centre de logistique, etc. Donc ce qui est important déjà de comprendre, c'est que le gouvernement fédéral et Select USA en fait agit en tant que facilitateur. Il n'a pas vocation à se substituer aux États qui jouent un rôle extrêmement important dans l'aide à l'importation localement. Mais le rôle de Select USA, c'est vraiment de permettre un accès beaucoup plus facile à l'ensemble des acteurs du développement économique aux États-Unis dans les différentes régions des États-Unis et avec les différents États. Une des premières activités importantes de nos équipes à Washington de Select USA, c'est de permettre pour des entreprises, des entrepreneurs qui ont déjà un projet structuré d'implantation aux États-Unis, de pouvoir accéder facilement à une première masse d'informations spécifiques dont ils ont besoin pour décider de leur implantation aux États-Unis. Alors, ça peut être des informations extrêmement diverses, en gardant à l'esprit que le niveau fédéral, le gouvernement fédéral, est totalement neutre et je dirais, va fournir des informations qui peuvent toucher différents États. Et donc, c'est important déjà de comprendre que cette aide est d'une part gratuite et deuxièmement, elle est neutre. Et donc, ça peut être important pour une entreprise qui a déjà même des partenaires et des prestataires, des consultants ou des avocats, etc., qui travaillent avec eux. Ça peut être important pour l'entrepreneur, d'avoir un accès à une information qui lui permettra d'intervenir de façon plus intelligente avec ses différents prestataires et soutiens. Alors donc, le type d'information auquel on peut avoir accès est sans limite. En fait, Select USA va aller piocher dans l'ensemble de l'outil statistique ou de l'outil informationnel dans les bases de données, etc., des différentes administrations, que ce soit le département des transports, etc., en fonction des préoccupations, pour pouvoir répondre à un cahier de questions spécifiques que l'entrepreneur aura. Ça peut être des informations du type fiscal, ça peut être des informations par rapport à une concentration de savoir-faire ou de centres d'excellence dans un domaine particulier, ça peut être par rapport à une concentration de main-d'œuvre particulière, ça peut être des éléments de prix de salaire, ça peut être même des questions. On a eu il n'y a pas très longtemps une question particulière. C'était une entreprise qui avait besoin de s'installer dans un environnement où il y avait des terres, un sol avec des propriétés chimiques particulières, parce qu'ils avaient besoin de se fournir dans leur processus de production. Donc ils nous ont donné ces éléments. Et donc on a une équipe à Washington qui, une fois qu'on a déjà récupéré de la part de l'entreprise, de l'entrepreneur, un cahier de questions bien précises. Ensuite, on organise des vidéoconférences pour un petit peu affiner et s'assurer que tout le monde a bien compris de quoi il s'agissait.
Et ensuite, on va fournir, enfin, notre équipe à Washington de chercheurs vont fournir un certain nombre de réponses qui vont permettre d'aider l'entreprise à éventuellement déterminer dans la géographie des États-Unis quels seraient les quelques endroits les plus appropriés pour s'implanter. Alors ça peut être des questions de logistique, ça veut dire des questions portuaires, des questions de transport, des questions de concentration de savoir-faire, etc. Donc c'est vraiment un travail qui est fait évidemment de façon confidentielle, gratuitement, je répète, pour des acteurs qui ont un projet qui est déjà sérieux. Et ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que une fois que l'entreprise aura récupéré ces informations générales, ça leur permettra éventuellement de réfléchir avec leurs conseils où s'installer, etc. Et à partir du moment où ils ont sélectionné un certain nombre de localisations potentielles pour s'implanter, à ce moment-là, nous les mettrons en relation avec les différentes agences de développement économique de ces différents sites pour qu'ils puissent poser toute une série de questions par rapport à des préoccupations type ils peuvent rechercher par exemple des bâtiments particuliers, etc. Donc notre rôle, c'est vraiment de faciliter. C'est-à-dire que on ne se substitue pas, je dirais, aux acteurs locaux, on ne se substitue pas, je dirais, à vos conseils, on ne se substitue pas, je dirais, aux avocats dont vous aurez besoin, je dirais, aux fiscalistes, je dirais, peut-être aux cabinets consultants qui seront capables de vous apporter les différentes expertises dans le cadre, je dirais, de votre développement. On est là pour aider. Alors nous, ici, en France, on essaye de faciliter un peu les choses, voir s'il y a une possibilité et si vous êtes suffisamment prêts pour pouvoir bénéficier de façon efficace de nos services. Et puis si c'est le cas, eh bien, on vous aidera avec l'espoir que vous puissiez fructifier votre activité et développer votre activité aux États-Unis en gardant à l'esprit que notre motivation, c'est que une nouvelle activité, c'est de la création de valeur, c'est notre métier. Hein, c'est notre métier d'aider ces entreprises à se développer et tirer parti des opportunités de l'environnement américain. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement américain, et en particulier le département du commerce, a un outil statistique considérable. Donc, il est assez facile d'accéder assez rapidement à des données bien précises sur des domaines très différents qui aident à la prise de décision. Mais encore une fois, pour bénéficier de ces outils, il faut déjà être quand même assez préparé pour pouvoir exploiter complètement les outils. Alors si on est dans une situation où on n'est pas encore arrivé à ce stade-là, moi je pense qu'il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il ne faut pas considérer que nous nous substituons de quelque manière à l'écosystème français. Il faut garder à l'esprit que l'écosystème français de soutien aux entreprises à l'international est exceptionnel, il est excellent. Si on parle de BPI France, si on parle de Business France, d'ailleurs on travaille en collaboration continuellement avec Business France, la French Tech, les chambres de commerce, etc. Il y a un ensemble d'outils qui peuvent vous aider à vous préparer à... donc il ne faut surtout pas négliger ces différents acteurs. La difficulté, c'est vraiment d'utiliser à bon escient chacun des acteurs qui sont en place. Donc ça, c'est vraiment je pense que
C'est vraiment le plus qu'on peut apporter et on est toujours très heureux de le faire. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être. Ah oui. Alors maintenant, je vais repasser la parole à Andrea, qui va vous parler du sommet sur l'investissement qui a vocation à attirer les entreprises étrangères aux États-Unis, et qui se passe chaque année à côté de Washington. Donc je repasse la parole à Andrea. Merci, Olivier. Okay, so as I mentioned at the beginning, we have a summit every year in Washington, D.C., and I would like to invite all of you to join us in May in Washington. Last year, our ambassador to France led a delegation of over 30 French companies to the summit. And we hope this year that we'll have even more French companies join us in Washington. As you can see, the details are online, and I'd invite you to go and do a little bit of your own research, but please do feel free to reach out to Olivier and myself. My contact information is up here, as well as RJ Donovan, my colleague in Paris. And if we can ever be of assistance to you as you look at growing your business in North America, in the United States specifically, please do reach out. And with that, I think I will turn the microphone over to Jan. Merci Andrea. Alors bonjour à tous, je me présente, Yann Ager, je suis l'adjoint politique mais surtout consulaire au consulat général des États-Unis de Strasbourg. Et avant de vous rendre aux États-Unis, à Washington, pour participer au sommet, il va falloir évidemment remplir quelques petites formalités administratives. Donc c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Vous pouvez vous rendre aux États-Unis en fait très simplement avec votre billet d'avion, votre passeport, donc un passeport français évidemment qui est valable pour la durée de votre séjour, et surtout votre ESTA. Alors ESTA, ça veut dire Electronic System Travel Authorization. Voilà, c'est une autorisation électronique que vous demandez en ligne, qui a été mise en place un certain nombre d'années. Le Canada a mis la même procédure en place il y a quelques années. L'Union européenne est en train de travailler dessus. Mais l'ESTA est un programme simple, en ligne, où vous pouvez faire votre demande pour pouvoir voyager aux États-Unis. Voilà. Ça vous permet de rester jusqu'à 90 jours pour conduire un certain nombre d'activités. Et vous êtes autorisé à faire votre demande d'ESTA en fonction de plusieurs critères. Le premier, ça va être le but du voyage. Et le deuxième, la nationalité. Les États-Unis ont signé un accord avec un certain nombre de pays. La France en fait partie. Donc vous pouvez faire votre demande d'ESTA si vous avez un passeport français qui est valable. Et si vous ne vous êtes pas rendu dans certains pays, donc pour en citer quelques-uns, Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Yémen, Corée du Nord, depuis mars 2011, et Cuba récemment, depuis le 12 janvier 2021. C'est-à-dire que si vous êtes rendu au Cuba après le 12 janvier 2021, vous n'êtes pas autorisé à utiliser l'ESTA. Alors je ne sais pas sur quel... Hop, voilà. Donc l'ESTA vous permet de rester jusqu'à 90 jours pour conduire un certain nombre d'activités, des rencontres, des réunions. Là, les 2 dernières années, on a été habitué à ces rencontres en ligne avec Zoom, FaceTime et toutes les autres plateformes en ligne, mais rien ne remplacera le contact humain, surtout dans les échanges pour faire des affaires, des réunions, pour des rencontres. Il y a il y a un côté qui est irremplaçable et que le système de réunion en ligne ne remplacera jamais. Donc c'est pour ça le système d'ESTA, c'est très simple, c'est facile. Vous pouvez donc participer à des réunions, planifier des investissements. Voilà, ça prend jusqu'à 72 heures. Et surtout, je vous conseille d'aller sur les sites officiels du gouvernement. Donc, on a le département du commerce. Toutes les adresses, en général, pour les États-Unis, finissent en .gov. Voilà. Si c'est .com, .fr, faut s'en méfier, mais .gov, c'est government. Donc, l'adresse pour ESTA, ça sera esta.cbp.dhs.gov. Voilà. C'est très important à souligner parce que beaucoup de compagnies qui se font passer pour des sous-traitants
du Department of Homeland Security prétendent qu'ils travaillent pour DHS alors qu'en fait ils ne le sont pas. Donc passez toujours par les sites officiels ou par des avocats spécialisés qui sont agréés par DHS. Voilà, c'est très important. Une ESTA coûte au jour d'aujourd'hui 21 $. Si on vous demande 80, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et croyez-moi, ça arrive. Ça permet donc de conduire des transactions, des réunions, de participer à des salons. Je pense surtout, par exemple, au CIS de Las Vegas, par exemple. Voilà. Donc, vous pouvez en profiter pour aller voir votre famille avec votre visa B1, B2. Avec l'ESTA. Et si vous n'êtes pas autorisé à utiliser l'ESTA, on passera ensuite à l'étape suivante, qui est l'étape du visa. Voilà. On a plusieurs types de visas pour conduire des affaires, pour pouvoir aller participer donc à des réunions si vous ne pouvez pas être autorisé à utiliser le programme d'ESTA. Le visa le plus simple et le plus connu est probablement le visa B1, B2. C'est B1/B2. Donc pour le B1, c'est pour conduire, pour faire des affaires, et le B2, ça sera tourisme. Mais ça rentre dans la même catégorie. Si vous êtes rendu dans un des pays que j'ai cités précédemment, en mars 2013, vous ne pouvez pas utiliser l'ESTA, donc il faut passer par une demande de visa classique. C'est un peu plus long, un petit peu plus contraignant, parce qu'il y aura très probablement un entretien à Paris. Mais au moins, vous serez tranquille. En général, on donne un visa pour entre 5 et 10 ans. Voilà. Donc, et ça vous permet... vous êtes tranquille. Voilà. Le visa B1, B2, en général, les délais d'attente en ce moment ont été drastiquement réduits et on est à peu près à un mois et demi d'attente. Donc en général, il faut s'y prendre à l'avance pour votre demande. N'attendez pas la dernière minute. Je reçois régulièrement des appels. Je pars la semaine prochaine, j'ai besoin d'un visa. Ça risque d'être compliqué. Voilà. D'autres types de visas qui permettent de voyager aux États-Unis dans le cadre du travail comprennent les visas H, les visas L et les visas... Alors, Thomas, est-ce que tu peux revenir et les visas E, qui sont les visas d'investisseurs. Je ne vais pas entrer dans les détails, voilà, c'est parce que bon, ça risque d'être un petit peu ennuyeux. Deux, on a notre stand qui se trouve à deux rayons, si vous me permettez l'expression, 2 rayons derrière. Donc, je vous invite tous à venir pour discuter de vos situations individuelles. Mais voilà, juste brièvement pour couvrir les visas. Les visas H, ce sont des visas de travail, ce sont des visas classiques. Hein. En général, il faut donc un diplôme. Ce visa est valable jusqu'à 3 ans. Mais les visas H sont les plus classiques. Il y a un nombre de visas qui est limité par le Congrès américain, et ce chiffre en ce moment est de 65 000. Donc une fois que ce chiffre est atteint, il y a une fermeture, en fait, une suspension temporaire jusqu'à l'année suivante. Ensuite, on parle des visas L. Alors ça, c'est pour les visas où une compagnie ou une société souhaite envoyer un de ses soit managers, soit spécialistes, soit une personne avec une technicité relativement pointue, et souhaite en fait la détacher temporairement aux États-Unis. Voilà. En général, là aussi, c'est pareil, c'est valable 3 ans. Et certains critères, en fait, permettent d'envoyer cette personne aux États-Unis. Après, la dernière catégorie de visa qui nous concerne et qui concerne surtout mes collègues des services commerciaux, c'est les visas d'investisseurs, qui sont des visas E. Donc il y a plusieurs sous-catégories, donc là aussi je ne vais pas entrer dans les détails, mais voilà, il y a tout ça pour dire que pour les visas traités et les visas d'affaires, c'est possible de passer donc par l'ambassade, parce que seule l'ambassade à Paris traite les demandes de visa pour la France. Vous pouvez faire votre demande directement de visa sur le site de l'ambassade, fr.usembassy.gov. Vous nous appelez, voilà, les liens sont mis. Mais je tiens à insister sur le côté, sur l'aspect officiel
des sites gouvernementaux américains parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons et il faut toujours se référer à l'original. Voilà. Donc, j'ai couvert, je pense, les catégories de visa, mais il y a ce préconçu comme quoi voyager aux États-Unis est relativement compliqué, difficile, on appréhende comment ça va se passer à la frontière. Je tiens un petit peu à démystifier cet aspect-là parce que, l'ESTA est relativement simple. Si vous faites les choses correctement, dans l'ordre, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et je tiens également à insister sur l'aspect facile pour se rendre aux États-Unis, surtout dans le cadre, par exemple, de 2 rencontres pour établir des premiers contacts. Voilà. Vous allez rencontrer vos partenaires, vous allez rencontrer des potentiels investisseurs. Vous pouvez utiliser votre ESTA qui est facile à avoir. Voilà. Je pense que c'est... Et maintenant, on peut passer à la session des questions. Merci. Alors, on a quelques minutes pour prendre des questions s'il y en a. Et s'il n'y en a pas, vous savez qu'on est en F24, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Pas de questions, vous avez été vraiment très très clair alors. Une question ? C'est quoi la différence entre une carte verte, du coup, et un visa? La différence entre une carte verte et un visa. La carte verte, en fait, vous donne le statut de résident permanent. C'est-à-dire résident permanent, c'est ce qui vous permet ensuite de devenir citoyen. C'est la période de transition entre votre visa et votre carte verte. Par exemple, vous êtes un citoyen américain, donc vous êtes peut-être passé par une carte verte en fonction de votre situation personnelle. Votre visa aux États-Unis va vous permettre éventuellement, si vous décidez de rester, si vous rencontrez tous les critères, de faire une demande de carte verte. Le visa a une durée dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez rester jusqu'à une date précise. En général, pour les visas B1, B2, vous pouvez rester jusqu'à 6 mois aux États-Unis. L'ESTA vous permet de rester jusqu'à 90 jours. Mais votre statut de résident permanent vous permet de rester ad vitam aeternam. Voilà. Une autre question ? Oui. À partir du moment où vous investissez aux USA, vous créez une entreprise et vous avez la maison mère en France et en tant que directeur de la maison mère en France, vous êtes donc nommé aussi à la direction de l'entreprise américaine. Est-ce que votre statut change ? Est-ce que vous pouvez prendre un ESTA ou vous tombez dans des processus beaucoup plus compliqués où aussi il faudra faire attention au niveau fiscal, par exemple? Oui. Ah bah tu vois. Merci Thomas. Alors là, c'est une question, on entre un peu plus déjà dans les détails, donc je ne vais pas avoir une réponse à vous donner là maintenant tout de suite, mais en fait, le type de visa que vous allez demander est lié au but du voyage. C'est ce que j'expliquais au départ. Donc vous allez avoir votre nationalité et votre but. Si par exemple vous êtes le patron de la maison mère et que vous souhaitez aller visiter votre entreprise aux États-Unis, donc se participer à des rencontres, à des réunions, là vous pouvez utiliser votre ESTA. Après, si c'est pour juste participer à des réunions beaucoup plus techniques où vous allez avoir discuté, ou si le but du voyage en fait a d'autres éléments autour de ce voyage, là il faudra probablement passer par un visa. Les questions fiscales, malheureusement, j'ai pas d'expertise. Je vais vous référer au site directement de l'IRS, Internal Revenue Services, qui est le service des impôts aux États-Unis. Voilà. Et bon, je pense qu'il faut séparer complètement la question des visas et la question de la fiscalité. D'abord parce que la fiscalité, il y a une dimension fédérale et il y a une dimension État par État. J'ai entendu dire que dans certains cas, des acteurs qui viennent régulièrement, des acteurs étrangers qui viennent régulièrement aux États-Unis pour vendre éventuellement à des clients, etc., peuvent très bien se retrouver à un moment donné
eu égard au fait qu'il y a une certaine répétitivité dans leur visite dans cet État a des obligations fiscales liées, je dirais, à la fiscalité de l'État. Donc, il faut vraiment séparer cette question-là de, je dirais, de la question des visas. Mais ce n'est pas un peu paradoxal, puisque lorsque vous construisez une entreprise aux États-Unis, c'est pour faire du business. Donc, c'est donc pour voir des partenaires, voir des clients potentiels. Donc, avant d'avoir cette entreprise aux États-Unis, vous êtes beaucoup plus libre pour voyager aux États-Unis. Et quand vous prenez la décision de créer votre filiale, et en étant donc président de la société française, vous allez vouloir avoir aussi votre mot à dire, bien sûr, dans votre filiale aux États-Unis. Bah, vous êtes freiné quelque part, puisque vous ne pouvez pas aller aussi simplement aux États-Unis pour continuer à faire grandir votre business. C'est pas un peu paradoxal dans le système? Bon, écoutez, moi, je ne suis pas un fiscaliste et je ne suis pas... Je parle là pas de la fiscalité, je parle de la liberté de pouvoir voyager et de la simplicité administrative. Non, mais la liberté... Enfin, liberté, excusez-moi, de la simplicité pour pouvoir aller voyager aux États-Unis. Bon, on est dans des mondes complexes, donc il y a forcément un certain nombre de, je dirais, de procédures à suivre. C'est vrai dans le domaine des visas, comme c'est vrai dans le domaine, je dirais, de la structure juridique que vous allez installer, dans le domaine fiscal, dans le domaine de la responsabilité civile liée aux activités que vous développerez aux États-Unis. On est, qu'on soit aux États-Unis ou on soit en Europe, on est dans des environnements complexes. Donc, inévitablement, je dirais, on ne peut pas fonctionner aux États-Unis sans être accompagné par les différentes expertises qui vont vous permettre de tirer parti au maximum de l'environnement porteur et des opportunités que les États-Unis peuvent vous apporter, mais on est dans des environnements organisés et il faut y mettre les moyens. C'est une des difficultés pour des entreprises qui ne seraient pas très importantes en taille et qui n'ont pas des ressources très importantes. La grosse difficulté, c'est d'être en mesure d'aligner tous les moyens nécessaires pour fonctionner. Alors, pour des entreprises de taille moyenne, souvent, je dirais le biais, c'est d'utiliser un partenaire, je dirais un prestataire français ou européen ou américain qui a l'habitude d'accompagner des PME, je dirais, sur le marché américain. Et qui sont en mesure éventuellement, suivant les besoins, d'aligner les expertises dont vous avez nécessaires. Parce que la question que vous avez posée par rapport au visa, votre visa en tant que directeur de l'entreprise en France, par rapport à votre statut aux États-Unis, on peut pas y répondre comme ça parce que tout dépend de la structure que vous avez aux États-Unis, tout dépend qui est le principal dirigeant de la filiale aux États-Unis. Donc tout ça c'est quand même un peu compliqué et clairement à partir du moment où vous avez un volume d'affaires significatif dans l'environnement américain, vous ne pouvez pas bouger sans un avocat, sans un fiscaliste, sans les différents prestataires qui à chaque étape de votre je dirais de vos mouvements va faire en sorte que vous ne ferez pas de bêtises. Et puis, je pense que cette question, en fait, se focalise sur un aspect technique et bureaucratique. Après, les démarches sont relativement simples. C'est extrêmement simple, extrêmement rapide et relativement efficace. Donc, je pense que vous voyez ça comme une barrière. Ça permet de faciliter aussi le flot d'informations et je vois pas ça vraiment comme un obstacle. En fait, c'est sécuriser vos activités. Donc, ça demande du travail, de l'énergie, des ressources, mais c'est la seule façon pour pouvoir éviter, je dirais, des aléas, je dirais, qui peuvent mettre votre activité en très grand danger.
Et ça peut arriver assez rapidement, parce qu'il faut garder à l'esprit que dans l'environnement américain, l'avocat est prédominant. Autant en France, on a plus des ingénieurs, aux États-Unis, on a d'abord des avocats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel acteur avec lequel vous allez travailler aux États-Unis, quand il vous rencontre, il a déjà dans sa tête, il sait déjà exactement quelles sont vos forces et vos faiblesses. Et si jamais vous n'avez pas bien bordé votre activité, eh bien, ils le verront et ils appuieront sur le bouton où il y a une faiblesse. Donc voilà. Fait. Bah écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout du temps. Si vous avez d'autres questions, venez nous voir sur notre pavillon. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence. Et des applaudissements particuliers à Monsieur Olivier Colette, qui, après 46 ans de service au service commercial de l'ambassade, prend sa retraite. Donc merci beaucoup, Olivier.